troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Sewa Wilson qui est banquier, Christian Nana qui est économiste et enfin notre éditorialiste Djemal Taleb. Le Sénégal améliore son climat des affaires pour une bonne croissance économique. Ainsi, le gouvernement a lancé la revue annuelle conjointe 2017. L'objectif est de faire le bilan à mi-parcours du plan Sénégal émergent. La dite revue est un moyen de pérenniser le dialogue entre les différents ministères autour des politiques sectorielles. Explication de Birama Saounera. Au Sénégal, le gouvernement décline sa feuille de route économique et sociale pour 2017. Parmi les objectifs ciblés dans le cadre du PSE, Plan Sénégal émergent, l'agriculture occupe une place centrale. Pour stimuler la croissance dans ce secteur, 153 milliards de francs CFA seront mobilisés au cours de l'année 2017. Pour l'année 2017, le budget prévoit 153 milliards de francs CFA pour l'agriculture. Avec le vote de la loi de finances rectificative 2017, l'investissement sera orienté vers des projets d'envergure tels que le projet d'équipement du monde rural, le programme national d'autosuffisance en riz et le programme des domaines agricoles communautaires. En plus de l'agriculture, la feuille de route du gouvernement sénégalais met un accent particulier sur le foncier, la justice, les collectivités locales et la santé. Les travailleurs ont besoin d'avoir une bonne santé pour pouvoir évoluer dans les entreprises, pour pouvoir effectivement être opérationnels dans leur lieu de travail. Avec l'acte 3 de la décentralisation, l'objectif c'était quoi? De faire ces collectivités locales aussi un moteur de croissance. Et en matière de climat des affaires, la justice occupe une place très importante. C'est un des éléments fondamentaux aussi auxquels les investisseurs accordent une importance capitale. La revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale sera remise au président de la République en avril 2017. En attendant, le gouvernement multiplie des actions pour stimuler l'économie sénégalaise, avec comme seul objectif mieux orienter le pays vers l'émergence. Le Sénégal projette un taux de croissance de son produit intérieur brut à 6,8% en 2017. Monsieur Nana, d'abord pour connaître un petit peu votre point de vue, quelle appréciation faites-vous autour de ce PSE? Si j'en juge par l'état de l'économie du Sénégal aujourd'hui, un chiffre simple, la croissance en 2016 c'est plus de 6%, projection 2017 on l'a entendu c'est pareil, plus de 6%. Si on compare avec ce qui se passe en Afrique centrale, on voit une très grosse différence. Alors bien sûr, les économies d'Afrique centrale sont victimes de la baisse des prix du pétrole, c'est normal. Mais là, on sent quand même au niveau du Sénégal un certain dynamisme économique. Alors il y a un débat pour savoir est-ce que c'est dû au PSE, pas au PSE, mais je crois que ça c'est secondaire. Le PSE ne peut pas non plus être étranger à ces résultats. Donc je crois qu'il faut que le Sénégal reste sur sa lancée. Il y a une gestion rigoureuse de l'économie au Sénégal, il faut le reconnaître. Et les résultats sont là aujourd'hui. La croissance est au rendez-vous. Le PSE a pour objectif de croissance de 7% à l'horizon 2018. Est-ce que cette croissance à un chiffre peut permettre d'atteindre l'émergence, 7%? Dans le contexte économique global actuel, c'est remarquable. Vous savez, si on dit à des pays occidentaux, vous aurez une croissance de 7%, tout le monde va signer tout de suite. Faut pas non plus rêver. Il faut savoir quand même que les pays africains, notamment le Sénégal, on est à ces niveaux de croissance depuis très très longtemps. C'est quand même, vous savez, la théorie en économie, c'est quand même un principe de cycle. Ça, c'est les économies. Vous savez, à un moment ça monte, à un moment ça baisse. Il y a une espèce d'autorégulation naturelle qui est dans toutes les économies. Or là, en Afrique, on observe quand même un phénomène de croissance continue depuis très longtemps, sauf dans les pays qui sont dépendants de matières premières, où là on sent l'impact du ralentissement chinois sur nos économies. Mais de votre point de vue, quelles sont les contraintes que devrait lever en tout cas le Sénégal pour véritablement atteindre cette émergence dont on parle? Vous ne la décrétez malheureusement pas, l'émergence, vous mettez les conditions pour qu'elle vienne. La philosophie globale du PSE, donc du plan Sénégal émergent, a une vertu réelle, c'est-à-dire qu'il touche tous les ensembles, tous les secteurs de l'économie. Et donc, pour une fois, on a une logique de développement intégré qui touche pratiquement tous les secteurs. Mais enfin, il ne suffit pas d'avoir une projection pour que les choses marchent. Je pense moi qu'au Sénégal, on a perdu 2 ans. Et donc, on a été capable d'aller beaucoup plus vite tout de suite et qu'on a perdu 2 années où, malheureusement, elles sont précieuses dans un mandat, même s'il est maintenant de 7 ans, alors qu'on pensait qu'il était de 5 ans, c'est important.
Cela dit, la situation a été rattrapée. Elle a été rattrapée parce qu'on a compris enfin que si vous voulez créer de la richesse, il va falloir produire. Et pour produire, il faut se donner les moyens de la production. Et donc, l'une des particularités de ce plan au Sénégal, c'est que, on se dit, on a besoin de se déplacer, donc mettez les moyens pour ça. On a besoin des routes pour qu'on aille un peu plus vite. Et on a besoin, à côté de cela, de mettre les conditions pour que la productivité veuille dire quelque chose. Jusqu'ici, ça n'était pas la logique. Cela dit, je pense, dit bien du président Abdoulaye Wade. Et je pense qu'il avait déjà mis les conditions pour que les bases des infrastructures nécessaires soient faites. Mais est-ce que les Sénégalais se sont appropriés Très bien, c'est déjà fait. Et donc, le PSE, lui, et pour le moment, pour les Sénégalais, votre question est absolument pertinente, une espèce de théorie générale, en France, on dirait d'énarques dans leur bureau, mais plutôt d'élite dans leur bureau. Et donc, les Sénégalais ne voient pas encore le résultat. Mais enfin, ils sont obligés, parce que quand ils verront un train qui va toucher d'une zone à une autre, quand ils voient une autoroute qui, elle, est en train de se terminer, elle va d'un point à un autre, quand ils voient un aéroport nouveau dans une situation nouvelle, forcément, ça ne peut qu'ils les toucher. Après, ça ne va pas encore dans le salaire des Sénégalais, ça ne va pas encore dans le revenu quotidien moyen des Sénégalais de base, évidemment. Mais tout ça est fait pour qu'à l'horizon 2030, c'est ça, le Sénégalais voit le résultat et que le Sénégal devienne un pays émergent. Enfin, ça, c'est des objectifs, j'espère qu'ils sont atteignables. On va parler à présent du Gabon, où depuis le 22 février 2017, le pays a fait entrer en vigueur l'accord de facilitation commerciale qui réunit les 164 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ratifié en 2016 par le Gabon. L'accord est destiné à fluidifier notamment les échanges commerciaux entre les pays signataires et accélérer dans un même temps le processus de dédouanement des marchandises en transit. Les précisions de Siamlo Victoria Sédier. Le premier accord multilatéral de libre-échange entre les 164 membres de l'Organisation mondiale du commerce est entré en vigueur à Libreville. La mise en œuvre de cet accord au Gabon permettra de fluidifier les échanges commerciaux en import-export ou en marchandises de transit. Les autorités prévoient également une réduction des délais d'importation de marchandises de 24 heures et de près de 2 jours pour ce qui est des exportations. Cet accord engage le ministère du Commerce, mais aussi la marine marchande et les services de douane. Il faut faire en sorte que ces acteurs se retrouvent ensemble afin de le mettre en œuvre. Cette étape, affirment certains analystes, est majeure pour le commerce gabonais et déterminante dans la formulation ainsi que le suivi des mesures de politique commerciale. La contrainte est là. Le monde avance, on ne peut pas non plus attendre que le Gabon ou encore les pays de l'Afrique centrale soient prêts pour aller dans l'accord de l'OMC. L'accord en question privilégie les instruments de marché et nos économies, tous nos chefs d'État et autres politiques commerciales sont axés sur ce qu'on appelle les instruments d'État. Selon une étude de l'Organisation mondiale du commerce, l'accord de facilitation des échanges entraînera une réduction des coûts du commerce à près de 14,3% en moyenne. Les pays en développement pourraient en bénéficier avec une augmentation de leurs exportations de marchandises allant jusqu'à 1 000 milliards de dollars. Djemal, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'accord? Est-ce que c'est un enjeu fondamental pour un pays comme le Gabon? Je pense que faciliter les échanges est en soi forcément une bonne chose. L'idée de créer un guichet unique qui vous permette de gagner en temps considérable en matière d'import et d'export est aussi une chose heureuse. Le continent africain, malheureusement, ne sont pas nombreux les pays qui ont mis ça en place. Le Gabon le fait, c'est absolument une chose heureuse. Mais il ne suffit pas d'avoir un guichet unique et une rapidité dans le domaine des échanges pour que cela suffise. Il faudrait d'abord penser à faire du commerce avec ses voisins. Et que les plus grands échanges commerciaux qu'on fait, on les fait d'abord à côté de soi. Parce que si le Gabon, je mets de côté son pétrole qu'il va vendre ailleurs, mais enfin, j'ai dit toujours sur ce plateau que le pétrole n'y est pour rien du tout, c'est le hasard de la nature qui a fait qu'il est là. Mais enfin, le travail quotidien des Gabonais, c'est lui qui est de leur labeur, de leur force et de leur intelligence, a besoin d'être vendu, d'être transformé, de créer de la richesse et d'être vendu un peu à côté. L'Organisation mondiale du commerce a créé ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. L'idée est de faciliter les échanges entre les nations. Si cette clause-là pouvait d'abord être utilisée entre les États voisins et que le Gabon utilise d'abord les biens, les outils dont il a besoin pour échanger avec ses voisins de la façon la plus rapide, la plus efficace, qu'on abaisse les barrières douanières, qu'on permette aux gens de se déplacer un peu comme ils veulent, qu'on enlève l'idée de ce visa qui est absolument absurde et qui n'a aucun sens et qui entrave l'intelligence et le travail des populations. Je pense là,
encore une fois, je ne critique pas, c'est une très bonne chose l'idée de mettre encore une fois les outils qu'il faut pour des échanges commerciaux importants et le Gabon en a besoin. Ce n'est pas l'économie la plus forte du continent, ce n'est pas la population qui consomme le plus parce que c'est un petit pays, mais c'est en soi une chose importante. Mais si le Gabon veut s'enrichir, il s'enrichira d'abord avec le Cameroun, le Congo, les pays à côté. Ses voisins. Monsieur Nana, cet accord n'engage pas que le ministère du Commerce, il engage également la marine marchande et les services de douane. Est-ce que ces acteurs se sont concertés pour justement mettre en place ce type d'accord? La négociation a été longue, vous savez, à l'OMC c'était l'aboutissement. Vous savez, il y a eu les échecs des négociations de Doha, et puis il y a eu l'aboutissement de ces accords de facilitation des échanges économiques. Et c'est vraiment des accords de facilitation des échanges économiques, parce que les prix, les délais pour dédouaner sa marchandise vont être réduits, les coûts de dédouanement vont être réduits. Et je crois que c'est fondamental, et c'est un accord qui, bien sûr, on parle du Gabon aujourd'hui, mais ça a vocation mondiale. Oui, ça inscrit le Gabon. Vont rejoindre il y a 110 pays qui aujourd'hui ont ratifié, parce que pour que ce soit valable... C'est très compliqué, Christian. Voilà. Je suis réellement d'accord avec toi, je vais dire pourquoi, pardon de t'interrompre. Vas-y. Si tu abaisses les barrières douanières pour les produits que tu ne produis pas tellement et qui sont faits chez les autres, et que ton exportation en soi se limite à du pétrole qui de toute façon ne rentre pas dans cette catégorie-là, tu vas recevoir un flot de produits que tu ne maîtrises pas parce que les accords internationaux que tu auras ratifiés t'obligent à le faire et qu'en fait, soit tu n'exportes pas grand-chose. Donc cet échange mondial est bien pour ceux qui produisent beaucoup, pas pour ceux qui produisent très peu. Non, mais il est bien pour nous aussi, parce que cet accord-là, comme tu disais tout à l'heure, il concerne beaucoup de pays africains. Bon, aujourd'hui, on parle du Gabon, mais ils sont beaucoup de pays africains à l'avoir ratifié, et l'accord sera opérationnel chez eux aussi. Mais comme on Donc n'est cet pas... accord va favoriser l'échange intra-africain que tu réclames. Ouais. Donc je pense que le Gabon, là, s'inscrit dans une dynamique mondiale qui est très positive. Moi je pense que il faut abaisser ces... Mais comme toi et moi, nous ne sommes pas tellement naïfs, toi plus que moi, nous savons très bien que ceux qui édictent ces règles, ceux qui ont mis en place ces mécanismes d'échange, sont généralement ceux-là qui bénéficient beaucoup parce qu'ils ont un produit manufacturé assez important à prix assez compétitif et qui asphyxie les commerçants et les petits producteurs chez nous. On le sait très bien. Et donc, quand vous demandez à le faire, moi, ce que je voudrais, c'est que dans le cadre de Doha. Mais bien sûr, sûr, ça que Doha c'est la raison pour... c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est arrivé à ça, c'est que nos besoins en tant que pays africains dans le commerce mondial ont aussi été pris en compte. Ce que je veux, sinon, on n'aurait pas signé. Malheureusement aussi, même quand ce n'est pas pris en compte. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aime bien copier. Copions l'Union européenne. Ce que les Européens ont fait entre eux à 28, aujourd'hui à 27, parce que l'Angleterre s'est barrée, faisons-le entre nous, faisons-le dans la zone CEMAC, faisons-le dans la zone CEDEAO. On est en train de le faire. On met beaucoup de temps, mon cher Christian. C'est vrai qu'il y a la difficulté de la libre circulation des personnes. On met beaucoup de temps. Notamment dans la région, on parle du Gabon, du CEMAC, la circulation des personnes pose problème, c'est vrai. Les douanes posent problème, les échanges commerciaux posent problème, les échanges bancaires posent problème. Enfin, la liste est longue quand même, hein, ça commence à faire trop. Et on va parler à présent de notre chiffre du jour, 60. Le continent hébergerait en effet 60% des terres non cultivées au monde, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Monsieur Nana, 60% des terres non cultivées au monde sont en Afrique. Pourquoi ne pas les utiliser? Ça veut dire que c'est ça le paradoxe, c'est que l'Afrique a vocation à nourrir le monde. C'est-à-dire que le véritable frein qui nous empêche, c'est l'industrialisation. Nous ne sommes pas industrialisés, nous n'avons pas suffisamment d'énergie. Sinon, c'est nous qui devons nourrir le monde au lieu d'être importateurs nets d'aliments. Est-ce que l'Afrique a pris conscience de son potentiel agricole, d'après vous, Djemal? Je pense personnellement que non, mais enfin, je mis toujours sur ce plateau sur l'idée d'avoir un tout petit peu conscience que si nous ne nourrissons pas nos populations, que nous ne produisons pas, nous n'allons jamais nous développer. Je ne connais aucun pays au monde qui est capable de se développer s'il ne produit pas. L'usine du monde, pendant très longtemps, s'appelait l'Angleterre, elle s'appelle aujourd'hui la Chine. La Chine a connu pendant 20 ans une croissance à 2 chiffres parce qu'elle produisait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. L'Angleterre a connu la même situation. La Belgique a connu la même situation. L'Angleterre continue différemment parce qu'elle a un système bancaire, d'assurance et une place financière assez importante. Ils sont un peu fous avec le Brexit, mais c'est un autre débat. Donc si nous ne sommes pas, nous, sur le continent africain, capables de comprendre qu'il ne suffit pas de vendre notre fer, notre pétrole, notre gaz, mais nous avons besoin que le travail et le labeur
de l'Ivoirien soit d'abord la première valeur ajoutée que nous avons. Il est évident qu'il y a une difficulté, et j'en aurais fini parce que je sens que M. Wilson est absolument impatient. Oui, clore le débat, très rapidement, pour un peu rajouter sur ce que dit Djema, il a très bien raison. Avoir 60% de terres arables, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place des stratégies qui vont avec pour pouvoir non seulement produire, mais aussi faire sortir ces biens-là, donc les exporter. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de l'accord de l'OMC, justement, mais Djema a bien raison. Cet accord ouvre le champ à des pays qui produisent plus pour pouvoir justement déverser ces produits-là vers l'Afrique, alors que l'Afrique elle-même ne met pas des stratégies en place pour faire sortir des produits de sa terre, hormis le pétrole. Et comme je sais que vous allez me laisser finir ma phrase parce que vous êtes bien élevé, non, l'idée, encore une fois, c'est que on ne se fait pas d'illusions, mais encore une fois, parce qu'on aime bien copier, copions. L'Europe a inventé la politique agricole commune. Si demain nous allons avoir une vraie politique de régulation de la terre, une vraie politique donc d'accès au foncier, une vraie politique de fiscale en matière d'agriculture, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Et donc, mais parce que nous donnons pour que tu produises à grande échelle, il te faut une capacité industrielle importante. Je vais te dire, je vais te contredire. Le vrai frein, c'est que nous n'avons pas la volonté. L'Angleterre, dans les années 60, n'avait aucune agriculture. La politique agricole commune lui en a donné les moyens. Elle lui a donné les moyens, pourquoi? Parce qu'elle a découplé... Non, pas du tout. Elle a découplé l'état de l'agriculture. Elle a donné une caisse autonome pour que l'agriculteur soit capable de s'assurer un revenu minimum et une obligation de production nécessaire. Aujourd'hui, le point numéro 1 chez nous, c'est d'industrialiser. Mais pour s'industrialiser, il faut s'enrichir. C'est d'abord ça. Vous ne pouvez pas vous en laisser sur le toit des moyens. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré à une success story, celle de Wari au Sénégal. Merci à Sewa Wilson d'avoir participé à cette émission. Merci également M. Nana d'avoir participé à cette ANR. Et enfin, merci beaucoup Djemal. Merci Yara et bonsoir à ceux qui ont eu la gentillesse de nous regarder. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.